Scénario inédit depuis plus de 25 ans à Limoges. Les électeurs sont conviés pour un second tour pour l'élection municipale. Le 23 mars, la capitale limousine a vécu un séisme politique. Alain Rodet, maire sortant socialiste, devra affronter deux candidats, Émile Roger-Lamberty pour l'Union de la droite et Vincent Gérard, candidat du Front national. Comment les électeurs vont-ils réagir dimanche prochain? Les programmes répondent-ils à leurs attentes? Quel est le résultat de notre sondage exclusif? Ils sont tous les trois sur notre plateau pour en débattre. Bonsoir, bienvenue pour le grand débat du second tour de ces municipales 2014 consacré à Limoges. Les électeurs sont donc conviés aux urnes une seconde fois. La dernière fois, c'était en 1989 et c'était déjà pour une triangulaire. Le scénario se reproduit donc cette année. Et si ce scénario ne surprend pas les observateurs du monde politique local, l'intrigue, au contraire, elle n'avait pas été envisagée. Car comme en 1989, rien n'est joué. Les résultats du 23 mars, nous allons y revenir, ont surpris électeurs, candidats et journalistes. Une triangulaire avec sur la ligne de départ 3 hommes, 3 têtes de liste. Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous. Émile Roger-Lamberty, candidat de l'Union de la droite UMP-UDI, liste Aimons-Limoges, choisissons l'alternance. Alain Rodet, maire sortant socialiste, candidat de l'Union du PS avec le Front de gauche. Votre liste, l'essentiel, c'est notre ville, terre de gauche. Enfin, Vincent Gérard, candidat du Front national. À mes côtés également, messieurs, pour vous interroger, Enrique Viracampos, rédacteur en chef de France Bleu Limousin, et Pascal Ratino du Populaire du Centre, nos partenaires pour cette élection. Mais avant de vous donner la parole, messieurs, et d'évoquer notre sondage exclusif Ipsos Steria sur les intentions de vote pour ce dimanche, retour d'abord sur les résultats de dimanche dernier. Je le disais, des résultats surprenants. Le commentaire est signé Marine Guigné. À Limoges, pour ce premier tour, 6 listes étaient en présence. Arrivé en tête, la liste du maire socialiste sortant, Alain Rodet, n'obtient que 30% des suffrages, soit 26 points de moins qu'en 2008. Devant le candidat de l'UMP, Émile Roger-Lamberty, qui lui a recueilli 23,8% des voix. Le FN Vincent Gérard arrive en 3e position avec 17%. Devant la liste Terre de gauche de Gilbert Bernard, qui remporte 14% des suffrages. L'UDI Pierre Coineau a franchi la barre des 10% en obtenant 12% des voix. Et enfin, la liste de la candidate de lutte ouvrière, Elisabeth Faucon, a réuni 2,67% des suffrages. Autre élément, le taux de participation à Limoges, moins important que dans les principales villes du Limousin. Au soir du premier tour, ce taux atteignait 60,48% selon le ministère de l'Intérieur. Christian Moulinard, bonsoir. 4 jours après le premier tour, nous avons alors un peu de recul sur ces résultats. Comment les qualifier? Surprenants, déroutants, évidents? Surprenant dans la mesure où la liste du maire sortant n'a pas obtenu le résultat que les observateurs envisageaient, même si un ballotage était à peu près certain. Ceci dit, le message du vote limougeau est sensiblement le même que le message du vote national. Désenchantement et désir de changement. Désenchantement, ça se manifeste par l'abstention, importante, semble-t-il, surtout à gauche. Désir de changement, ça se manifeste par le résultat du Front national. Ça se manifeste au sein même des partis de gauche et de droite par une sorte de nouvel équilibre. À gauche, c'est un nouvel équilibre entre le PS et le Front de gauche. À droite, c'est un nouvel équilibre entre l'UMP et l'UDI. Merci Christian Moulinard, on vous retrouve à la fin de l'émission. Vous laissez votre place à Enrique Viracampos, rédacteur en chef de France Bleu Limousin. Je vous le disais, l'un de nos partenaires pour cette élection. Bonsoir Enrique, vous allez nous rejoindre. Nous allons d'abord revenir donc sur ces résultats de dimanche. Alain Rodet, on vous a vu dimanche soir un peu groggy, comme sonné par votre score, à 30%, je le rappelle. C'est 26 points de moins qu'en 2008. Vous êtes passé de 27 000 voix à 13 000 voix. Est-ce que vous avez une explication? L'offre politique, l'offre des listes était différente d'il y a 6 ans et les conditions politiques nationales étaient également très différentes. Mais il est vrai que quand on a un résultat décevant, il importe d'abord de s'interroger, de réfléchir, et c'est ce que j'ai fait. La vie politique, comme la vie elle-même, est faite de flux et de reflux. Et quand il y a des résultats qui sont sévères ou qui sont très mitigés, eh bien il faut réfléchir et s'intéresser
aux causes. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais. Et c'est ce qui me donne de l'énergie pour repartir. C'est une question qu'on vous a déjà beaucoup posée, mais avec le recul, est-ce que ça n'est pas la candidature de trop? Est-ce que vous pensez que c'est d'abord votre personne qu'on a voulu sanctionner, parce que ça s'entend en ville? Oui, dès lors qu'un résultat apparaît moins favorable que ce qui était annoncé, on annonçait dans la presse quotidienne le favori, c'est vrai qu'il y a une réaction compréhensible d'ailleurs. Probablement, je ne suis pas, c'est vrai, un nouveau dans la vie publique, mais je crois aussi ce qui compte, c'est quand même l'énergie, l'investissement, les résultats, la ténacité dans l'effort. Et de ce point de vue-là, cela explique aussi ma candidature, que je n'ai pas forcée, sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi. Alors depuis ce mauvais résultat du premier tour, vous avez évolué comment? Vous savez, on essaie de regarder les choses en face. D'abord, on avait le sentiment d'avoir fait une campagne très active avec 17 ou 18 réunions publiques, bien suivies. On avait aussi bâti un programme qui était solide, qui s'appuyait sur un bilan qui était également, je crois, très satisfaisant, puisque tous les engagements pris en 2008 avaient été tenus. Parce que finalement, la démocratie, c'est le respect d'un contrat, c'est le respect d'engagements pris solennellement. C'est pas le robinet à promesses, hein. Oubliez tout de suite les talons tournés. Donc j'ai essayé de regarder si les temps présents, les difficultés de la société, de l'économie, la déprime un petit peu que ressentent un pays comme le nôtre, et peut-être bien d'autres pays en Europe, il ne fallait pas tenir peut-être un discours, non pas très différent, mais axé sur des points plus particuliers, plus concrets peut-être, dans certains quartiers comme la Bâtide, hein, vous êtes passé de 70% à 30%. Oui, mais les conditions étaient différentes aussi par rapport à l'offre politique de 2008, c'est ce que j'ai dit au début de mon propos. Émile Roger-Lamberty, donc oui. Vous avez fait 23%, c'est 2 points de plus qu'en 2008, mais vous n'avez pas, semble-t-il, quand même bénéficié de la vague bleue un peu que l'on a vue en France? Oh, qu'est-ce que vous entendez par vague bleue? C'est la première fois qu'une liste estampillée d'ailleurs est présentée systématiquement comme UMP, avec ce côté pseudo-sectaire qu'on collé à l'UMP, qui est en fait une liste de gens majoritairement issus de la société civile, fait 23%, avec 12%, près de 24%, avec 12% d'une liste UDI et 17% du Front National. Donc quand on regarde le débat politique, quand on regarde l'offre politique, c'est un joli score. Alors c'est un score insuffisant, et nous avions basé notre réflexion sur deux choses. Analyse politique locale, c'est-à-dire ce que nous ont dit nos concitoyens, entre ce qu'ils disaient d'une gouvernance qu'ils ne voulaient plus, d'un mépris, de sentiments de prébendes et de pression, d'un côté, et de l'autre côté, et de cumul des mandats. Je vous en prie, je vous ai laissé parler, laissez-moi parler. Et de l'autre côté, des engagements qui n'avaient pas été tenus ou pas suffisamment tenus, avec des choses qui sont assez dramatiques, l'absence d'emploi pour nos jeunes qui s'en vont, des quartiers où il y a une très grande pauvreté et qui vont mal, un commerce qui s'effondre en centre-ville avec un centre-ville perçu comme mourant, des créations de family villages qui sont perçues par les habitants et par les commerçants comme quelque chose ayant précipité la mort du centre-ville, et puis ces deux grands chantiers sans équipe pour le grand stade d'un côté, et de l'autre côté pour le centre aquatique dont on nous dit qu'il est en grande difficulté dans sa construction et qu'il aura du retard. Le grand stade, le mot grand, ça vous... un grand stade, vous n'en voulez pas de ce mot. Un grand stade, c'est 40 ou 60 ou 80 000 places. Là, c'est 10 000 places nouvelles et 4 000 places anciennes. Ça fait 14 000. Si je sais bien compter, ça ne fait pas un grand stade. Pour autant, d'ailleurs, les organisateurs de l'Euro 2016, qui va se dérouler donc en 2016, championnat d'Europe de football, ont pris contact avec nous, avec la ville de Limoges, avec le service des sports, pour organiser des résidences d'équipes internationales, européennes, qualifiées, et qui joueront donc les phases ultimes de la compétition. Donc c'est déjà un équipement qui a un avenir. Non, ça n'a rien à voir. Nous aurions servi de base d'entraînement aux équipes, même sans ce stade. Alors, on va continuer le tour de table du résultat des premiers tours, de l'analyse des résultats du premier tour. Avec vous, Vincent Gérard, candidat du Front National, 17% au premier tour. Bon, c'est un bon score. C'est la première fois qu'à une municipale, le Front National arrive à collecter autant de voix. Cela dit, si on compare ce résultat avec celui obtenu par Marine Le Pen en 2012 à la présidentielle, il vous manque encore 2000 voix. Vous n'avez pas fait le plein ?
On n'a pas fait le plein parce qu'il y a eu une forte abstention, hein. Ça a été le cas pour toutes les listes. L'abstention en général vous favorise? Écoutez, on dit toujours l'inverse, hein. Forte abstention, on dit que ça nous défavorise. Voilà, mais tout à l'heure vous avez parlé de rapport entre les scores nationaux et locaux. Je pense que le résultat du premier tour est purement local et je pense que c'est le résultat de la gestion calamiteuse de l'équipe Relais. Voilà, les électeurs ont sanctionné cette politique. Je pense que la partie nationale n'a rien à voir là-dedans. C'est vraiment purement Limoges. Voilà, il faut vraiment savoir se remettre en cause. Il faut vraiment le score est unique local, j'imagine. Il faut accepter votre bilan. Je parle de votre score à vous, je ne parle pas du mien. Voilà, un score, vous savez, nous, on a été absent de la politique de Limoges pendant très longtemps. Hein. C'est la première fois que nous nous présentons. Et je pense que très franchement, 17%, c'est une victoire pour nous. Alors, vous avez le sentiment 7500 les listes du Front National. Que l'électorat de Vincent Gérard, c'est un électorat qui est venu plutôt de la gauche, un électorat populaire, ouvrier, qui s'est senti un peu abandonné? Je ne fais pas d'enquête, ni de sondage, ni de sociologie politique. Premier dans 5 bureaux de la Bastide. Premier à la Bergère, premier dans les... c'est pas la Bergère, c'est la Brégère. Premier dans quasiment, excusez-moi, premier quasiment dans... Et deuxième dans ce qu'on appelle les quartiers, quoi. Hein. Deuxième dans 13 bureaux. C'est vraiment un score exceptionnel et on se rend compte de l'emplacement. Hein. C'est vraiment les quartiers ouvriers, c'est vraiment les quartiers qui apportaient leur voix au Parti socialiste. Vincent Gérard, c'est un score d'adhésion à votre programme ou c'est un score de rejet de politique nationale, pas de rejet de mal-être? Politique nationale, c'est un score de rejet de la politique du Parti socialiste local ici à Limoges. Voilà, purement. Les électeurs socialistes ont été trahis. Hier, j'évoquais le fait que les électeurs du Front de gauche étaient également trahis, mais les électeurs du PS ont également été trahis pendant des années, au minimum cette mandature, et ils l'ont fait savoir. Voilà, c'est vraiment une sanction. Et le fait de voter Front National, c'est en toute logique, parce que c'est le seul parti qui défend réellement les ouvriers en France. Roger Lamberty, vous avez fait alliance avec Pierre Coineau. Qui en sort gagnant au sein de la droite? C'est Pierre Coineau plutôt, le fait que vous ayez accepté de reprendre l'intégralité de son programme? Nous ne nous sommes pas posé la question comme ça. Nos programmes étaient complètement compatibles et mettaient l'accent sur quelque chose d'essentiel pour notre ville, c'est le développement économique, le développement du commerce, la reprise du centre-ville. La sécurité sur laquelle nous sommes tous d'accord avec la nécessité de réorganiser la sécurité et dans le centre-ville et dans les quartiers en relation avec la police nationale. Le développement des arts et de la culture qui sont bons à Limoges en termes d'art, mais qui peuvent être améliorés et que nous souhaitons améliorer pour développer un peu plus le tourisme, de telle manière que nos commerçants aient plus de clients. Et ce qui nous paraît essentiel, c'est le social, contrairement au tract qui est intéressant, qui est un tract que moi je ne pensais plus voir dans nos campagnes et qui est du niveau des propagandes que nous avions vues autrefois, que je n'ai pas vu moi, mais qui existaient dans d'autres périodes troubles et qui disent n'importe quoi sur le programme des autres. Il vient d'où ce tract? Ce tract est le tract distribué par la gauche, disant qu'on va supprimer, qu'on va vendre l'eau, qu'on va casser les services publics, qu'on va doubler la taxe d'habitation, etc., etc. Un tissu de mensonges éhontés insupportables. Des méthodes de propagande qu'ils sont insupportables sur notre ville et que ne supportait plus une grande partie de nos concitoyens. En même temps, quand on est allié avec l'extrême gauche, il ne faut pas s'étonner de trouver une propagande du style stalinienne. Alors, on va revenir sur les alliances. Un mot, Enrique, peut-être sur l'abstention? L'abstention qui est à son niveau mais importante, elle progresse régulièrement, cela dit, d'une élection sur l'autre. Alors les gens qui sont pas venus voter dimanche dernier à la Rodée, est-ce que c'est aussi une façon de dire faut passer à autre chose maintenant? Vous l'interprétez comme ça? Oui, moi je vous redis ce que j'ai dit. Je suis très prudent sur l'interprétation des résultats et donc de l'abstention. Le phénomène d'abstention traduit, je crois, plusieurs éléments, plusieurs faits. Je pense malgré tout que l'abstention, sur un plan général,
augmente un petit peu régulièrement en France, y compris aux élections municipales. Je rappellerai qu'en 1995, pas sur Limoges, on avait 70% de participation, mais il y avait un combat très dur donc avec Alain Marceau, qui était le tête de liste de la droite. Mais je rappellerai qu'en 1995, dans beaucoup de villes de France, le niveau de l'abstention était proche de 50%. Donc c'est vrai qu'il ne faut jamais se réjouir d'un taux élevé d'abstention, mais maintenant, quant à en faire des déductions un peu trop hâtives... Vous vous adressez à ces abstentionnistes ou les uns les autres, hein, d'ailleurs, c'est pas une question... il faut bien sûr indiquer aux gens qui, pour des raisons ou d'autres, n'ont pas pu se déplacer au premier tour, de le faire au second tour. Peut-être qu'il y a en effet un peu plus d'électeurs de gauche qui se sont abstenus au premier tour, que la mobilisation a été peut-être plus forte sur la droite et l'extrême droite, mais je n'en tire pas de conclusion définitive. Vincent Gérard, si vous voulez l'emporter, il va falloir convaincre une grosse partie des abstentionnistes. Comment vous faites? Écoutez, je vais surtout les convaincre de changer le système à Limoges. Je vais surtout les convaincre de voter pour mettre la gauche dehors, pour en finir avec le système Redet. Voilà, ça c'est mon but. Donc je vais tout faire pour convaincre les abstentionnistes et ceux qui ont voté également au premier tour. Vincent Gérard, peut-être on peut expliquer. Le système Redet, c'est une expression que vous employez beaucoup. Ça veut dire quoi dans votre esprit? Le système Redet, c'est ce que j'entends tous les jours. Donc je ne fais que répéter ce que j'entends dans les rues. Les rues, les gens qui sont nés ici me parlent du système Redet, c'est-à-dire tout ce qui est associatif. Monsieur Gérard, la différence entre vous et moi, c'est que quand je vais à l'hôtel de police, c'est pour discuter avec les policiers, c'est pas pour être entendu à la suite, naturellement, d'une rixe dans un bar du centre-ville. Excellent, excellent. Eh oui, c'est exact. Vous avez ça à dire? Eh ben, dis donc, vous pourriez vous battre sur les idées. Non, ben, vous avez à ça. Naturellement, sur les idées, vous êtes très bon. Vous êtes minable, c'est tout. Vous êtes minable. Émile Roger-Lamberty, les abstentionnistes. Vous faites 36%, la droite fait 36%, si vous voulez l'emporter. Je suis condamné à cette table, mais je voudrais qu'il soit retenu. Moi non plus, monsieur. On m'a dit que vous aviez été condamné. Moi non plus, monsieur. Pour diffamation. On m'a dit que vous aviez été condamné pour diffamation. C'est pas le genre, pourtant. Monsieur Lamberty, sur les abstentionnistes, la droite fait 36%, c'est pareil, si vous voulez l'emporter, il va falloir séduire cette... Deux choses qui me paraissent importantes. Nous ne sommes pas dans une course à la multiplication des mandats, des statuts et des fonctions. Nous sommes pour un système démocratique qui s'éclaire avec un mandat unique, un partage des charges, un partage des fonctions, de telle manière qu'il y ait une vraie dialectique, un vrai dialogue entre les différents niveaux de l'exécutif, entre la communauté, l'agglomération et la ville, entre la majorité et l'opposition respectueuse, entre les différents citoyens, parce que nous pensons que si nous ne faisons pas ça, notre pays va droit dans le mur au niveau de la démocratie et que ça, c'est notre fondement, le respect des autres. Monsieur Lamberty, j'ai une question. Vous prévoyez, avec M. Coineau, si vous emportez cette élection, vous, de siéger à l'hôtel de ville, M. Coineau... C'est une hypothèse qui a été actée. C'est ce que vous annoncez. Question que je vous pose à tous les trois. Dans votre esprit, est-ce qu'il est préférable ou non que le maire de Limoges préside l'agglomération, que ce soit la même personne? Moi, personnellement, je pense que ce n'est pas obligatoire et que dans toute démocratie, il faut des différences et des articulations. Il y a un avantage. Il y a un avantage à créer une zone de discussion et de dialectique. Et il y a un avantage à pouvoir comparer les financements, les besoins, les programmes. Je suis d'accord, c'est dissociable également. Oui, sur la question... Vous êtes élu maire, vous laissez la tête de l'agglo? La question ne me pose aucun problème. Mais simplement, je veux répondre d'abord à la question de M. Villers-Campos. Sur la présidence de l'agglo, ce sont les maires de l'agglo nouvellement créée qui m'ont demandé, dans un premier temps, d'en assurer la présidence. Je rappelle que l'agglomération, communauté d'agglomération à Limoges Métropole, n'est pas une collectivité locale de plus, c'est un établissement public de coopération intercommunale qui a des tâches techniques importantes, qui a en compétence la voirie, l'environnement opérationnel, les transports en commun, le développement économique, les berges de rivière et l'insertion par l'emploi. Donc, si vous voulez... Le fait de confier à un autre élu, qu'il soit de Limoges ou de l'agglomération, ne posera aucun problème parce que j'ai travaillé avec beaucoup de plaisir avec des gens qui étaient différents de moi, mais dans un esprit d'intérêt général et de bien commun dont je me félicite chaque jour. C'est quelque chose que vous feriez, monsieur Rodet? Bien sûr, bien sûr.
Mais bien sûr. Je veux dire par là que j'ai pas dit, quand l'agglo a été créé, j'ai pas planté le couteau pour dire je veux la présidence. Simplement, ce sont les maires qui m'ont dit il faut que dans un premier temps, vous soyez ou tu sois le président, parce que beaucoup de services ont été créés avec des transferts de compétences et donc des transferts de personnel venant de la ville. Ma question, si demain vous êtes élu, est-ce que vous postulez à l'agglomération? J'ai à peu près la certitude que si je postule pas, et c'est sans doute dans mon intention, je serai remplacé. Mais je ne veux pas donner l'impression de faire des effets d'annonce. Alors je veux dire, c'est une conception tout à fait dans mon esprit. On va avancer dans ce débat. J'ai toujours été élu à l'unanimité et très franchement, aujourd'hui, pour cette fonction-là, j'ai assez donné pour pouvoir, non pas prendre du recul, mais laisser à un autre le brassard de capitaine. Alors, on va avancer dans ce débat, puisque je vous en parlais en début d'émission. Nous avons réalisé un sondage Ipsos Osteria sur les intentions de vote des Limougeaux et des Limougeaudes pour le second tour de dimanche prochain. Voici donc les résultats en exclusivité. Vous les apercevez. Alain Rodet obtiendrait 46% des suffrages, Émile Roger-Lamberty 40% et Vincent Gérard 14%. La participation, c'est important, elle est estimée par l'Institut à entre 59 et 69%. À noter 63%. À noter deux données intéressantes. 21% des personnes interrogées sûres d'aller voter n'ont pas dit pour qui elles voteraient. Enfin, concernant le report des voix, c'est très important dans cette élection à Limoges, 85% des électeurs du Front de gauche voteraient pour vous, Alain Rodet, et 61% des électeurs de la liste Quano se reporteraient sur Émile Roger-Lamberty. Il faut savoir qu'il y a une marge d'erreur d'environ 3 à 4%. Messieurs, votre réaction sur ce sondage, Monsieur Rodet, ça vous rassure ? Un sondage est un sondage, je les prends toujours avec quand même un peu de recul. Un sondage, c'est une photo instantanée. Je n'ai pas l'habitude d'y accorder. Je le prends pour un élément intéressant d'information, mais je ne me fonde pas essentiellement sur un sondage. Vincent Gérard, 14%, vous avez fait 17% au premier tour. Oui, les sondages pour le Front National, vous savez ce qu'il en est. Ils sont plutôt bons en ce moment. Oui, mais enfin, ils sont jamais réels. Rappelez-vous 2002, quand vous questionnez les gens, effectivement, dans les 21% des gens qui ne veulent pas dire pour qui ils vont voter, il y a certainement une bonne partie qui voteront Front National. Voilà. Donc je pense que nous allons au moins maintenir notre score, sinon l'amplifier. Émile Roger-Lamberty, 40% pour l'instant, vous ne remportez pas la mairie. Oui, mais c'est pas. Vous savez, c'est important de remporter la mairie, mais c'est pas important pour moi. Ce n'est pas important pour mon équipe, c'est important pour les Limougeaux. Limoges appartient aux Limougeaux. Il est important que les Limougeaux se mettent en harmonie avec ce qu'ils souhaitent. Une ville où on redevienne solidaire, classement dernier, réellement solidaire. Une ville où le social soit au service de la population. Une ville où il fasse bon vivre, dans un cœur rénové, une ville où les transports urbains soient améliorés. Nous sommes classés derniers. Donc ce n'est pas moi qui perdrai, c'est Limoges qui perdra. Mais c'est les classements de l'Express. Une question à vous poser tous les deux. 40 plus 14. Oui, j'allais vous le dire. Oui. Est-ce que ça vous fait réfléchir? Mais tout fait réfléchir. Mais je préfère être libre dans ma façon d'être, dans ma façon de penser, dans ma façon d'envisager ma ville. Hier, Monsieur Gérard, vous a déjà fait un petit appel du pied dans le débat qui s'est déroulé sur France Bleu. Sur France Bleu, on vous a vu souvent finalement en accord. Mais nous sommes en accord sur les constats. Sur les constats, notamment au niveau de la sécurité, c'est une réalité. L'Express nous classe premier, puisque vous prenez les classements de l'Express. Alors, comment vous faites pour vous y retrouver là? Tout à fait. Un peu contradictoire. Nous n'avons pas la même vision des choses, Monsieur Rodet. Je ne vous dis pas que vous n'êtes pas premier dans une France d'élite. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. Dans une France d'élite où l'insécurité augmente partout, où l'insécurité augmente partout, elle augmente aussi à Limoges. Ce que je vous reproche, dans votre action politique, pas en tant qu'homme, je pense que vous pourriez être un brave homme, dans votre action politique... Merci. Dans votre action politique, c'est le déni de la situation dans laquelle nous sommes. Ouais. Ce déni, la population nous le dit. Est-ce qu'on pourrait parler un peu des programmes, parce que on va y venir. À Limoges. On va y venir. Et dans les programmes, il y a la sécurité. Question qui m'a été posée, à savoir que 40% plus 14%, effectivement, ça fait 54. Vous auriez aimé trouver un accord avec M. Je répète ce que j'ai dit hier. On a en France la droite la plus bête du monde. Voilà, c'est tout. C'est le constat que j'en fais. Monsieur Lamberty. Mais
Ça fait partie du débat public et j'accepte cette remarque comme étant inscrite dans le débat public. C'est ça la démocratie aussi. Après, il tient aux électeurs de faire mentir ce sondage. Hein. Tout à fait. Il tient aux électeurs de faire mentir ce sondage, de vraiment en finir avec cette période rose-rouge et de passer vraiment à la vitesse supérieure pour redonner l'image d'une ville accueillante, d'une ville où on a envie de vivre, pas d'une ville telle qu'elle se présente actuellement. D'ailleurs, les électeurs l'ont sanctionné au premier tour. Sur le report de voix, Monsieur Rodet, on constate que 85% des électeurs du Front de gauche vont sur votre liste. Or, on avait l'impression qu'il y avait beaucoup d'électeurs du Front de gauche qui dénonçaient cet accord. C'est une indication intéressante. Maintenant, je crois que le vrai sondage, c'est le vote de dimanche 30 mars. Je crois quand même que le rassemblement à gauche est quand même dans une tradition de notre ville. Elle a une histoire, cette ville. Elle vit aussi sur des valeurs. Ce n'est pas un champ de ruines, c'est au contraire une ville qui a toujours été présente, qui a le sens du devoir. C'est une ville de courage aussi. Dans ces conditions-là, il n'est pas anormal que, quelles que soient à la fois les divergences qu'on puisse avoir sur quelques points, on puisse constater que sur des points essentiels, il y a quand même un fond commun et c'est peut-être ce que veut dire ce sondage. Une question philosophique peut-être avant de passer à la suite et à l'examen des programmes. L'alternance, est-elle possible? Est-elle souhaitable? Quels sont les avantages et les inconvénients de la continuité d'une idée au pouvoir? C'est une question qu'on peut se poser à Limoges avec 100 ans. Non, pas 100 ans, pas 100 ans. Un siècle au sens large. 67 ans. Un siècle. Simplement, 67 ans. Socialiste. 67 ans, si vous savez compter. Simplement, ce que je veux dire, c'est que le courant politique que je représente, c'est pas un courant monolithique qui vient du fond des âges. D'autant que la vie municipale, c'est le champ clos d'affrontements étroitement politiciens, comme on vient de l'entendre après les deux interventions de mes concurrents. Ce qui se passe aussi, c'est de l'action concrète. Ce sont des projets, ce sont des objectifs, des moyens à réunir. C'est-à-dire que l'action municipale, c'est pas des petites combinaisons, des arrangements. C'est en fait être d'accord sur des options et essayer de les mettre en œuvre. C'est très concret. Et c'est la raison pour laquelle, sur les programmes, sur les moyens financiers, sur la fiscalité, alors là, c'est le grand vide. C'est le grand vide. Chez vous. Chez vous. Non, c'est pas. Non, parce que chez vous. J'ai un programme et il est chiffré. Vous avez deux programmes et avec vos deux programmes accrochés comme deux wagons, on risque de faire exploser la dette et les finances de la ville. On va y venir. Et c'est un mensonge. On les accuse de mensonge. On va y venir maintenant justement au programme. Merci Enrique Vera-Campos. Vous allez laisser votre place à Pascal Ratino, rédacteur en chef du Populaire du Centre, qui va nous rejoindre. Et nous allons donc rentrer, alors pas forcément dans le détail des programmes. Nous n'allons bien sûr pas tout évoquer, mais d'abord peut-être les programmes communs que vous avez scellés, en tout cas vous, Monsieur Lamberty et Monsieur Rodet, avec vos partenaires. On commence avec vous, Monsieur Rodet. Les transports seront gratuits à Limoges, les transports en commun. C'était la revendication principale du Front de gauche. Dans les faits, c'est bien. Maintenant, comment on finance ? C'est un point, c'est vrai, de notre négociation de lundi dernier. Nous avons donc eu une discussion approfondie, nous avons pris un engagement, nous avons ménagé un délai, puisqu'on parle de 2016, puisque une telle organisation, un tel changement ne se fait pas en pressant un bouton pour organiser la gratuité. Il faut d'abord des études, il faut des enquêtes, et puis il faut de larges consultations, à la fois avec les usagers, avec les collectivités locales de l'agglomération, puisque les transports collectifs urbains s'organisent au niveau de l'agglomération, et puis aussi et surtout avec les organisations syndicales du transport collectif, parce que ça pose des problèmes à la fois. Mais cela se fera. Et cela se fera. Mais dans le cadre d'un travail qui doit être conduit de façon très approfondie et très sérieuse et très rigoureuse. Vincent Gérard, sur le transport public gratuit. Sur le transport public gratuit, sur le principe, j'ai rien contre. Tellement, voilà, c'est pas en faisant un accord comme ça de dernière minute avec l'extrême gauche qu'on va y arriver. Et c'est irréalisable, c'est du vent, ça ne sera jamais fait. De toute façon, je pense que les gens sincères du Front de gauche sont en train de se faire totalement fumer par M. Rodet. Voilà, ça se fera pas. Pour les transports, garantir, bien sûr. Et pour les transports, ça ne se fera pas durant cette mandature, c'est certain. Pour les transports en centre-ville, votre vision, vous, au Front National, qu'est-ce que vous proposeriez? Certains parlent de tramway. Oui, nous réaliserons bien évidemment une étude sur ce qui ne va pas et sur ce qu'il faut améliorer, bien évidemment. Ouais. Mais concrètement, parce qu'on vous entend beaucoup parler on fera des études, on fera des audits, mais on n'arrive pas à avoir des idées concrètes. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte que nous n'étions pas aux manœuvres durant ces décennies. Donc effectivement,
nous avons une lacune au niveau des dossiers actuels sur ce qui s'est passé, sur ce qu'il faut faire. Mais je suis personnellement entouré de personnes excessivement compétentes et je suis certain qu'à la mairie, il y a également des personnes excessivement compétentes dans les fonctionnaires qui nous viendront en aide. Je le confirme. Mais ça, on travaille beaucoup ensemble. J'en suis sûr. Eh ben, nous travaillerons avec eux également, bien sûr. Monsieur Lamberty, sur... Alors, je vois hausse considérable de la taxe d'habitation, coupure de la dotation aux collectivités de 5 à 10 millions d'euros, plus 8 millions d'euros par an, ça fait 20 millions d'euros qui seront payés par la taxe d'habitation et la taxe sur le non bâti qui est à taux zéro à l'heure actuelle à la communauté de communes et qui peut être enclenchée à tout moment. Nous sommes face à quelque chose. Nous sommes dans une situation particulièrement intéressante de dissimulation de la réalité de la gestion économique de la ville par celui qui en avait la charge pendant 24 ans. Ça, c'est très particulier. Il faut que les gens s'en rendent bien compte. Ça va impacter directement la fiscalité et nous faisons quelque chose qui est l'inverse. Ici, cette majorité de gauche et d'extrême gauche fait l'inverse de ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire pouvoir financer par la création de richesses, le développement de l'économie, pouvoir financer à terme les transports et les mettre gratuites, parce que pour qu'ils soient gratuits et effectifs et sécures, il faut garder le même nombre de personnel que ceux qu'il y a à l'heure actuelle, voire les augmenter. Je voudrais rajouter une petite chose tout à l'heure sur les gens qui sont excessivement performants, les fonctionnaires qui sont très performants à la mairie. Je voudrais dire à M. Rodet qu'il y en a déjà un certain nombre qui m'ont contacté et qui nous ont apporté leur soutien et leur vote au premier tour. Et qui sont très inquiets. Et qui sont très inquiets de la dérive actuelle. Exactement. Pascal Rattino. Un autre point, il y avait un point de convergence sur les transports avec vos alliés du front de gauche. Un point de divergence, la LGV, ça ne remet pas en cause votre détermination? Oui, c'est ce que nous avons dit donc à nos collègues du front de gauche. Il ne faut pas nous demander de renoncer à la LGV, à faire une croix sur la LGV. Mais j'ai tenu quand même à rappeler, contrairement à ce qu'on laissait un peu entendre, que sur l'axe classique, historique, le POLT, plutôt POLB, Paris-Orléans, Limoges-Brive, dès 2003, lorsque le gouvernement Raffarin avait abandonné donc, le projet du train pendulaire, le TGV pendulaire, je m'étais beaucoup battu et pendant 3 ans, par de multiples démarches, y compris dans le Berry, à Indre, Cher, j'avais essayé de réveiller les élus pour qu'on puisse faire front commun, mais à l'époque, c'est vrai que le gouvernement n'avait pas donné beaucoup de suite, et puis à partir de là, il était tout à fait normal qu'on puisse jouer complètement la carte de la LGV, mais la ligne classique, notamment sur le problème des rames, à propos desquels j'ai souvent discuté, reste un sujet qui nous intéresse et je dirais même qui nous passionne. Aujourd'hui, dans un tract, Terre de Gauche rappelle qu'ils seront opposés et qu'ils restent opposés au barreau Limoges-Poitiers. Donc comment vous allez vous entendre? C'est un point de divergence. Ils ont la liberté de vote au terme de l'accord que nous avons. Liberté de vote veut dire qu'ils voteront en leur âme et conscience. Mais nous ne renonçons pas à ce projet qui, à mon avis, est un projet d'avenir, notamment pour les jeunes générations. Votez Rodet, vous n'aurez pas de majorité. Monsieur Lamberty, vous faites appel tout de suite à l'État. Vous dites, si je suis aux commandes à partir de lundi, j'appelle le président de la République et je vois comment on peut faire pour la LGV. Je ne vois pas comment on peut financer la LGV sans financement de l'État. L'État nous a dit non. Si nous n'avons pas le financement de l'État, l'engagement plein et entier de l'État, nous ne pouvons pas avoir les financements européens. Si nous n'avons pas les financements européens, nous ne pouvons pas mettre 2,5 milliards sur la table pour construire la ligne et ensuite financer le fonctionnement. Je vous rappelle que nous finançons déjà l'aéroport qui est en difficulté pour des raisons de stratégie, etc., etc. Donc il y a des réalités. On nous accuse de tout vouloir casser, penser, etc. Non, nous voulons penser à faire rentrer de l'argent d'abord, créer des richesses pour pouvoir créer ensuite des services ou développer les services existants sans casser les services actuels, sans casser l'aide aux personnes, sans casser la solidarité, mais en l'améliorant. Vincent Gérard, la position du Front National sur la LGV, vous maintenez? J'adhère totalement à l'analyse de M. Lamberty sur le sujet. Nous avons toujours été pour et c'est une analyse parfaite. Par contre, maintenant, c'est vrai qu'au niveau de M. Rodet, il va falloir vraiment que ça soit plus clair. C'est oui, c'est non.
l'accord est conclu, l'accord est cassé, est-ce qu'on pourrait parler rompu, aussi voilà. des programmes des uns et des autres, parce que on parle, oui. Voilà. On peut revenir sur le centre-ville, qui est une préoccupation pour tous. On pourrait revenir aussi sur le financement des promesses fantasmagoriques. Le centre-ville, où ce qu'il en reste, on va y venir. Il doit financer Il n'y a aucune promesse fantasmagorique, monsieur Rodet. Donc je pense qu'en matière de fiscalité, il n'y a aucune. Nos concitoyens sont intéressés pour savoir ce qui va se passer. On va y venir. Un mot sur le centre-ville. Vous avez tous envie que le centre-ville soit revitalisé, vive. Vous n'avez pas tout à fait les mêmes idées pour y parvenir. Monsieur Lamberty, notamment, vous parlez d'un ring, enfin en tout cas des boulevards, qui pourraient devenir en sens unique et un nouveau plan de circulation. Nous avons un problème d'approche qui est un problème d'approche globale qui a, sur le modèle de celui qui a été mis en place à Mulhouse, avec une large concertation de l'ensemble de la population, des associations, des commerçants, des usagers, de tous ceux qui passent, des professionnels de la municipalité qui sont sur le terrain, etc. Pour savoir quelles sont les meilleures idées qui peuvent émaner du terrain. Ensuite, vous faites une première épure et vous travaillez avec eux. Et vous terminez avec une programmatique sur 5 ans pour réaménager l'ensemble des rues, des façades, des appartements, pour faire revenir les gens en centre-ville, et vous permettez la réorganisation des commerces. 1500 habitants si vous ne qui sont revenus en centre-ville. Non, 1500 habitants. Je vous ai laissé parler, mais monsieur. Oui, mais enfin, ne dites pas je vous ai laissé parler. Mais oui, mais enfin. Mais comment ça, monsieur? Essayez d'approcher la vérité d'un peu plus près. Vous n'êtes pas en conseil municipal, où vous coupez sans cesse la parole aux autres. Je peux continuer. Puis-je continuer? C'est quand même malheureux. Il faut demander aux autres l'autorisation d'exister. La démocratie n'existe pas pour vous, monsieur Rodet. Si. Oh, monsieur Lamberty. Que pour votre parole. Allez-y, monsieur Lamberty. Donc le centre-ville, avec un véritable projet, faire du beau, mettre en valeur notre patrimoine, mettre l'accessibilité pour nos handicapés, pour nos personnes vieillissantes, repenser la ville pour ces personnes vieillissantes, faire des pistes cyclables, etc., etc., avec un vrai projet et une vraie programmatique. Être au service de nos concitoyens, qu'ils s'approprient leur ville et qu'ils nous aident. Monsieur Lamberty, laissez aussi parler Monsieur Gérard. Sur le centre-ville, quelle est votre conception, quels sont vos projets? Ce qu'il en reste. Le centre-ville est dans un état pitoyable. Alors, vous faites quoi? Non, mais je fais déjà le constat. Et c'est le constat de la gestion qui a été faite jusqu'à aujourd'hui. La désertification du centre-ville. Quels sont vos projets pour ce centre-ville? Je ne vais pas être original, mais c'est vrai qu'effectivement, je me retrouve dans énormément de propositions de M. Lamberty. Le dialogue. Depuis le début, vous vous retrouvez souvent. Non, mais parce que c'est de la logique. Excusez-moi d'être d'accord quand il y a des choses intelligentes qui sont dites. Je fais le constat, effectivement, je suis une fois de plus d'accord. Le dialogue avec les professionnels, c'est indispensable, bien évidemment. La sauvegarde du patrimoine, nous en avons fait également notre cheval de bataille. Et la redynamisation, en collaboration, bien sûr, avec tous les professionnels et les acteurs de terrain. Est-ce que, par exemple, dans le centre-ville, on en parle beaucoup, vous voulez plus de rues piétonnes, du stationnement gratuit? Qu'est-ce que vous proposeriez concrètement au Limougeot? Pourquoi pas d'autres rues piétonnes? C'est à étudier, ça nous n'avons rien contre. J'ai une question peut-être moi sur le ring, puisque les deux candidats semblent d'accord sur le ring. Donc le ring, on rappelle, c'est le boulevard. Du ring jusqu'à présent. Ça veut dire en clair que vous êtes au carrefour Louis Blanc, Jean Jaurès, vous voulez à la mairie, dans le sens voulu, donc vous repartez carrefour Tourny, vous montez boulevard Carnot, place de Idissou, boulevard Victor Hugo, boulevard Gambetta et puis mairie. Moi je pense que vous allez mettre la pagaille dans la ville. Et je pense que les commerçants du centre-ville ont intérêt à se poser beaucoup de questions par rapport à une proposition de ce genre. Vous trouvez des problèmes là où vous-même, sans le faire exprès, vous avez créé des solutions. Vous avez créé un périphérique avant qui vous permet justement, pour tous ceux qui ne veulent pas traverser la ville et qui n'en ont pas besoin, de le contourner. Et à partir de ce moment-là, je vais vous dire, vous qui êtes si écologique, vous diminuez le nombre de voitures en ville, vous fluidifiez la circulation, vous diminuez, bien sûr. Le seul problème, c'est que demandez aux gens qui travaillent dans la ville, qui livrent, qui conduisent des camions, demandez à ceux qui travaillent tous les jours et qui se servent de leur voiture, et vous verrez qu'ils ont des idées, des solutions. Et Monsieur Lamberty, le centre-ville, je le connais un peu. Hein. Ça fait 40 ans que je le fréquente. Je sais même que vous y faites des footings. En plus, mais j'y marche aussi.
j'y marche aussi. Hein. Ça veut dire en clair que je sais regarder les boutiques, je sais monter les rues, je sais les descendre. Mais est-ce que pas de ma faute, Monsieur Rodet, si vous n'avez pas trouvé les solutions simples, adaptables qui auraient pu être mises en place? Ce n'est pas ma faute. Et c'est peut-être ce que vous reprochent d'ailleurs nos concitoyens. Laissez répondre Monsieur Rodet. Juste une question. Beaucoup de villes en France de la taille de Limoges, je pense à Angers, Le Mans, Poitiers et d'autres, ont mis leur centre-ville tout piéton. C'est ce qu'on entend souvent comme doléance de la part des Limougeaux. Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut envisager lors du prochain mandat? Sur le plan des aménagements des voies piétonnes, je prends par exemple les voies piétonnes qui ont été réalisées dans les années qui viennent de s'écouler. La rue Charles-Michel, la rue Raspail, mais également la rue Neuve-Saint-Étienne, la rue de la Cathédrale. Pour réaménager, pour rendre piétonne une rue, et puis naturellement pour changer à la fois les réseaux, le revêtement et puis mettre du mobilier urbain, il faut bien sûr avoir des réunions de travail longues et nombreuses avec les riverains. On ne va pas imposer nos travaux sans avoir de larges concertations. C'est ce qui s'est fait. Pour la rue Raspail, par exemple, il a fallu, c'est pas une rue très très longue, il a fallu à peu près 1 an et demi de concertation, parce qu'on fait des épures, on fait des schémas, on les présente aux riverains, ils interviennent. Donc, si vous voulez, nous, on est prêts à agrandir. On parle, par exemple, de la rue Fourie. Certains commerçants de la rue Fourie sont venus nous voir pour dire on pourrait envisager la rue Fourie. Nous sommes prêts, mais il faut bien sûr intégrer cela dans le fonctionnement général du centre-ville, les transports en commun, les deux roues. Il y a aussi le problème du stationnement. Et puis le problème du stationnement. Comment fait-on pour le stationnement? C'est ça. Vincent Gérard, sur le stationnement, parce que vous avez un peu de retard. Oui, nous avions proposé, nous proposons un stationnement avec un système de disque bleu, donc c'est-à-dire, je parle du centre-ville, bien sûr, avec donc la première heure gratuite, pour pouvoir permettre aux gens qui viennent faire leurs courses de pouvoir les faire tranquillement sans avoir à payer un PV à 17 €. Et plus de rues piétonnes aussi, vous et plus de rues piétonnes, pourquoi pas, tout à fait. Ouais. Mais vous avez des projets, vous avez esquissé On fera les études qu'il faut, effectivement, oui. Toujours pareil, en demandant aux intéressés, c'est-à-dire aux habitants eux-mêmes. Vous savez, nous aimons donner la parole aux gens, nous questionnons les gens. Là, nous l'avons fait avec un grand sondage que nous avons distribué à 65 000 exemplaires, où nous avons eu un retour exceptionnel. Donc, donner la parole aux habitants pour savoir exactement leurs préoccupations et ne pas décider pour eux en tout, comme un dictat. Les déposes minutes, le disque bleu ou les 30 minutes gratuites. Le système de 20 minutes à Brive pour 20 minutes gratuites, c'est quelque chose qu'on peut envisager? Nous avons fait beaucoup d'enquêtes, beaucoup de consultations pour voir d'autres villes. On est prêt, en tout cas, à regarder toutes les solutions. Simplement, une chose importante, c'est que pour qu'il y ait du stationnement, il faut aussi quand même qu'il y ait des parcs en ouvrage. Et notamment, nous avons soigné particulièrement les parkings que nous avons créés, ou en centre-ville, ou à proximité. Et nous nous proposons, dans le programme que nous avons présenté, à rénover ces parkings encore, et notamment le parking de la place de la République. Mais ce que je voudrais dire, c'est que sur le centre-ville, sur les problèmes du commerce en centre-ville, il faut quand même bien voir les raisons. Toutes les grandes villes, et Mulhouse comme les autres, ont des problèmes avec leur commerce centre-ville parce que les achats en ligne, le niveau des loyers, les questions aussi liées au pouvoir d'achat ont fait qu'un certain nombre d'activités ont eu des difficultés. Mais sur le centre-ville de Limoges, quelles que soient les difficultés, il y a quand même globalement 800 commerçants et artisans. Si vraiment le centre-ville était désertifié, ça se saurait. De plus, des organismes comme Procos, qui a fait des études sur les commerces centre-ville, a considéré que, par exemple, les rues du Consulat et les rues du Clocher, à Limoges, étaient des exemples pour la France entière. Et notamment, dans les projets que nous avons ici, nous proposons à la fois boulevard Louis Blanc et rue des Petites Pousses, et puis rue du Consulat et rue et Liberté, et les acquisitions immobilières et foncières sont faites, de lancer des programmes pour revitaliser le commerce dans ces secteurs. Donc, c'est pas des paroles en l'air. Ce n'est pas des études et des audits, c'est des choses qui peuvent être prêtes dans les mois qui viennent. Monsieur Lamberti, pour le centre-ville. C'est très intéressant en termes de méthode. Méthode du pétassou, bout par bout. Oui, Nous, ce que nous voulons, c'est une méthode globale pour définir une organisation linéaire dans le temps de la réalisation des travaux. Et les travaux commencés ou envisagés par la municipalité sortante, si nous venions à faire, seraient repris dans cette globalité et intégrés dans cette globalité. Simplement pour dire qu'il n'y a pas de rupture. Il vous faudrait pour étudier cette globalité et pour la mettre en œuvre, est-ce qu'il n'y a pas un risque que... Comment ?
Pour mettre ce plan d'action en marche, ça va mettre un certain temps. Alors si nous travaillons... Est-ce qu'il ne faut pas des mesures d'urgence pour le centre-ville? Si nous travaillons selon la méthode Alain Rodet, 15 à 20 ans, il vous dit. Si nous travaillons... C'est vous. Si nous travaillons 15 à 20 ans... 15 à 20 ans pour la gauche, c'est-à-dire il faudra qu'il fasse encore au moins 3 mandats de plus pour faire 12 rues de plus. Si nous travaillons... Est-ce qu'on peut parler un peu de fiscalité? Parce que ce sont des vapeurs d'éther, là, actuellement. De 3 à 6 mois pour faire une enquête et de 3 à 6 mois de plus pour réaliser l'épure et y intégrer ce qui était prévu. Ce que je voulais dire, que ce soit en politique sociale, en politique d'emplois municipaux, en politique d'aide aux personnes âgées, comme dans le reste, nous continuerons les politiques fortes qui marchent bien de la ville. Nous ne les rejetons pas. Nous améliorerons et nous mettrons fin à tout ce qui dysfonctionne. Mais alors, on ne parle pas des quartiers dans votre programme, on ne parle pas des bords de Vienne, on ne parle pas d'énergie, on ne parle pas de développement durable, on ne parle pas d'environnement et on ne parle pas de fiscalité. On va en parler de la fiscalité. Nous ne traînerons pas les pieds par rapport à l'ANRU pour démolir les tours de la bâtie avant d'avoir obtenu les crédits pour reconstruire pour des raisons caractérielles personnelles. Avant de parler, on va parler fiscalité, mais le temps passe rapidement. J'avais quand même une question à vous trois. La place de la République, c'est une place qui est une chance pour Limoges, en plein centre-ville, une très grande place. Il y a beaucoup de critiques sur cette place. Certains aimeraient un grand parc, plus de verdure. Est-ce que c'est quelque chose dont vous êtes conscient? Qu'est-ce que vous proposeriez? Je pose d'abord la question à M. Gérard qui a du retard. Écoutez, la place de République, c'est une place où j'allais avec mes enfants quand ils étaient en bas âge au Carrousel. Donc c'est une place que j'apprécie énormément, boire un café en terrasse. C'était vraiment très très agréable. C'est une place où plus personne ne met les pieds. Parce que c'est une place qui, à partir d'une certaine heure, très tôt le soir, devient totalement infréquentable. Et ça, c'est pas la peine de faire la moue, ou je ne sais pas à quelle heure vous y allez, mais c'est une place qui est envahie de populations marginales, avec des chiens, agressives, qui fait la quête, qui boit. Et voilà ce qui est devenu la place de la République. Voilà, comme vous dites, une place qui mériterait franchement autre chose. Il y a un patrimoine historique, place de la République, vous allez certainement parler, qui mériterait d'être mis en valeur. Il y a effectivement des espaces verts qui pourraient être créés. Enfin, redonner vie, c'est vraiment une chance exceptionnelle. Cette place, elle est totalement laissée à l'abandon. Oui, sur la place de la République. Trois choses. D'abord, j'oubliais qu'il n'y a pas d'insécurité à Limoges. On va y revenir aussi. J'oubliais. Trois choses. Moins qu'à Mulhouse. Trois choses. D'abord, le problème de la crypte Saint-Martial et des fouilles de la rue de la Courtine. Vous savez que nous avons donc maintenant, bientôt, la maîtrise donc du chantier de la Courtine sur le plan municipal, et nous sommes bien sûr avec la direction régionale des affaires culturelles, avec un rapport de fouille qui vient de nous être transmis et qui va suivre un processus administratif contre lequel on ne peut rien. C'est pas la ville qui décide, c'est l'État, c'est le ministère de la Culture. Mais il est vrai que ce patrimoine archéologique doit être mis en valeur. Et il va orienter forcément le rétablissement ou l'aménagement de la place de la République. Donc vous avez un projet de réaménagement de la place de la République, il y a trois choses. Il y a d'abord le stationnement, le parking en dessous qui doit être rénové, mais une dalle de parking ne peut pas supporter des poids énormes. Donc il faut être bien conscient que le projet doit intégrer le fait que le parking reste bien là. On a besoin d'un parking à cet endroit-là. Le deuxième sujet, c'est qu'il faut qu'il y ait un architecte qui puisse intégrer à la fois la dimension moderne de cette place, parce qu'il faut qu'elle fonctionne d'une façon moderne, et le patrimoine historique, le patrimoine archéologique, puisque c'est un petit peu l'origine de Limoges, la crypte Saint-Martial, l'abbaye de Saint-Martial. Monsieur Lamberty, j'ai évoqué la place de la République parce que vous l'avez évoqué dans votre programme. Qu'est-ce que vous comptez y faire? Je suis très heureux d'entendre le maire sortant reprendre point pour point mon projet. Ou en tout cas les grandes lignes de mon projet, j'en suis tout à fait satisfait. Je n'ai rien de mieux à dire, si ce n'est que nous le ferons et qu'il y a quelque chose qui doit être essentiel, c'est que dans le projet que nous avons, c'est le parcours touristique avec l'ensemble des vestiges archéologiques, architecturaux, culturels, artisanaux, avec un véritable fléchage, des zones piétonnes et une accessibilité, personnes âgées, handicapées, de telle manière qu'on mette en valeur ce patrimoine. Nos touristes sont perdus en ville, il m'arrive souvent
de les renseigner, de les dépanner. Je trouve qu'il est important qu'on mette ça en valeur et je suis très heureux que la municipalité j'aimerais quand même qu'on parle un peu du programme qui a de ces fait couler le béton, qui a fait couler le béton sur la crypte envisage de le faire enlever. Pas du tout. Enfin, deux questions en une pour répondre à vos attentes. Deux questions en une. Grand projet. Alors, vous avez le stade. Oui. J'ai pas parlé de grand stade. Le stade. Le centre aquatique, qui concerne plus l'agglo que la ville. Vous avez un projet de construction du Palais des Sports, qui était le projet de M. Coineau, avec un centre de basket d'envergure nationale. Tout à fait. C'est ça. Donc, et le musée d'Orsay. Et le musée d'Orsay délocalisé. Donc j'ai envie de dire les uns et les autres, et c'est pour embrayer sur la fiscalité, comment vous financez tout ça? Est-ce que ce sont les Limougeaux qui supporteront le poids de ces grandes infrastructures ou pas? Monsieur Lamberty, voilà, comment vous le financez, ce Palais des Sports? Réponse rapide. D'abord, un palais des Sports doit travailler régulièrement et avoir le plus possible d'activités à l'intérieur. C'est ce qui est prévu. Il sera alloué à un club pour en faire un grand club d'Europe, comme va devenir Lyon, racheté par Tony Parker, un grand club d'Europe. Limoges est une grande région de basket, et ça, je pense que M. Rodet pourra être d'accord avec moi. Puisqu'il a soutenu ce club, il a tout fait pour que ce club vive, et puis on peut l'en féliciter après tout. C'est notre patrimoine, c'est la valorisation de Limoges. Comment on finance? Nous, ce que nous pensons, c'est qu'il est important de ne pas agrandir démesurément le stade de football et qu'il va falloir couper la deuxième tranche et faire en sorte qu'on termine ce stade dans une infrastructure qui soit suffisante, mais pas pour les 20 000 places. Donc on le laisse à 10 000. On le laisse à 10 000 et avec cet argent... Ça fait un demi-stade. Ça fait un demi-stade. C'est pas très beau. Est-ce que vous voulez que nos compatriotes paient définitivement et cher une structure qui ne servira que très peu, ou est-ce que vous voulez créer des structures qui vont servir beaucoup à des équipes dont nous avons besoin? Le problème, ce n'est pas moi qui ai fait, mais n'est pas moi qui ai mené cette organisation de stade. C'était un engagement que j'avais pris en 2008, Lamberty. Oui, mais c'est bien. Vous l'avez pris, il n'est pas terminé. Un engagement qui est pris doit être un engagement tenu. Il n'est pas terminé. Nous essaierons de le terminer. Nous allons le terminer. Monsieur Gérard, est-ce que vous avez des projets, de grands projets d'infrastructure sur Limoges? Nous n'avons pas prévu de réaliser un grand projet, au moins de construction sur la ville de Limoges, avant d'avoir réalisé un audit financier pour savoir si cela est possible et quand ça sera possible. Je pense qu'il y a déjà des constructions démesurées qui ont été entreprises ces derniers temps. Donc il est quand même en période où les gens se serrent la ceinture. Je pense qu'il serait de bon augure de se serrer la ceinture également. Et si on souhaite faire des économies, il faut peut-être laisser de côté, au moins pour l'instant, un grand projet de ce type. Il y a quand même des emplois dans le bâtiment qui ont besoin de grands projets. Si on fait des équipements... D'où viennent les entreprises qui travaillent sur les projets à Limoges? Si on fait des équipements avec de la ficelle et du Chatterton, on créera pas beaucoup d'emplois. Il y en a beaucoup qui viennent d'ici. La très grande majorité viennent d'ici. Eh bien. Les travaux publics s'inquiètent, notamment des travaux qui pourront être réalisés avec la baisse de la dotation de l'État. Les leviers sont de moins en moins forts pour les maires et la marge de manœuvre est faible. Il y a 50 milliards d'économies prévues pour les prochaines années. Au jour d'aujourd'hui, la ville de Limoges a une bonne signature. Son endettement est inférieur à l'endettement des villes de sa taille. Ces taux de fiscalité sur le foncier bâti et sur la taxe d'habitation sont inférieurs aussi aux taux des mêmes grandes villes de France. Quand nous souscrivons des emprunts, nous négocions des taux d'intérêt qui sont plutôt avantageux et nous n'avons aucun emprunt toxique dans notre dette. Ce qui veut dire que les finances sont saines et qu'elles peuvent, à condition d'avoir des objectifs ambitieux mais réalistes, qu'on peut tenir un mandat en ayant des projets conséquents et en ayant une fiscalité qui reste supportable. Alors, Vincent Gérard, allez-y. Pour ce qui est de la crainte que vous avez, pour ce qui est de la crainte que vous avez sur le BTP, je suis du bâtiment, donc je suis un petit peu au courant quand même. Je pense que M. Rodet va certainement nous trouver la solution en construisant encore des ribambelles de logements sociaux afin de pouvoir loger toute la nouvelle population qui arrive sur la ville. Ça y est, la rumeur qui se met en marche. Voilà. Ah oui, c'est une rumeur également, j'oubliais. Est-ce que je pourrais dire un mot? Allez-y, monsieur Lamberty. Dans un pays où le chômage Personne ne les voit, c'est une rumeur. Dans un pays où le chômage explose, le développement de l'emploi est nécessaire et essentiel.
nous avons des entreprises du bâtiment, du BTP, mais d'autres qui sont au bord de la rupture, et mettre les transports gratuits, si nous n'avons pas de développement économique, c'est faire payer aux entreprises des charges supplémentaires, c'est encore les pénaliser. Exactement. Et c'est leur faire perdre des capacités et les faire fermer. Nous avons un tiers de moins d'entreprises que Bourg-en-Bresse. Ce n'est pas normal. Comment vous les faites venir, les entreprises? C'est une pénalisation. C'est une pénalisation qui dure depuis longtemps. Parce que, n'aimant pas les patrons, on a fini par se débarrasser des ouvriers. Et quand on n'a pas d'ouvriers, on n'a plus d'usines de production. Alors, à l'exception de fleurons que nous avons dans la porcelaine, dans l'habillement, et je vais rendre hommage ici à Smugler et à M. Bonnefond, Weston, mais en espérant qu'il reste de plus en plus en production ici, et à Legrand. Simplement, sans prendre toutes les zones d'activité de la ville de Limoges, 900 hectares, mais si vous prenez les 3 zones industrielles nord, 1, 2 et 3, entre Clermont-Ferrand, les usines Michelin et l'Atlantique, c'est la plus grande zone d'activité. Je prends uniquement la zone nord. Et entre la région, le sud de la région parisienne, l'Essonne, et la région toulousaine. C'est la plus grande zone d'activité en termes de nombre d'entreprises et d'emplois. Alors il faut éviter de dire n'importe quoi. D'autant que vous aviez, je crois, hier soir, une réunion avec le maire du Puy-en-Velay, qui a été secrétaire d'État à l'emploi il y a quelques années, et à qui j'avais eu l'honneur de faire visiter à la fois non seulement la Technopolis, mais également les activités de la zone nord. Et on avait d'ailleurs même déjeuné ensemble, M. Wauquiez, et il m'avait fait un petit mot très sympathique. Merci d'être venu. J'ai beaucoup apprécié l'échange. Alors, évitez quand même. Mais bien sûr. Il m'a pas dit la même chose hier soir. Et sa mère, qui est maire du Chambon-en-Lignon en Haute-Loire, est venue justement, et je l'ai reçu, visiter le musée de la Résistance parce qu'ils ont un projet aussi en Haute-Loire. Messieurs, il nous reste moins de 4 minutes. On va juste très rapidement évoquer une question aussi centrale, la sécurité. Vous avez beaucoup parlé dans vos programmes de vidéoprotection, de vidéosurveillance, de placer des caméras dans les rues. Concrètement, vous les placez où? Vous avez évoqué des quartiers sensibles, des rues sensibles, des objectifs. On met où ces caméras, Monsieur Gérard? Je voudrais poser une question à Monsieur Rodet. Attendez, répondez à la question. Oui, mais parce que le temps avec ça. Voilà, vos amis et colistiers du front de gauche, parce que vous parliez de l'implantation d'entreprises, souhaitent justement implanter les entreprises dans ces fameux quartiers. Donc moi j'aurais voulu savoir quelles solutions et quelles propositions vous faites pour éviter que les livreurs et les gens qui vont se rendre dans ces entreprises se fassent caillasser. Monsieur Rodet, si vous voulez répondre, mais vous n'êtes pas obligé. Après, je veux dire que si c'est Monsieur Gérard qui est l'honneur de... on va répondre. Vous parlez des quartiers. Vous savez, les gens des quartiers sont complètement abandonnés. Pourquoi ils ont voté pour moi? Il nous reste moins de 3 minutes. Je vous avais posé une question sur la sécurité. Des caméras dans les quartiers sensibles, bien évidemment, dans les quartiers où les gens ont peur, dans les quartiers où il se passe réellement quelque chose. Également, donc, sur les bâtiments administratifs. Mais voilà quoi. Donc ça dans une première tranche, c'est indispensable, financé donc à 40% par l'État. Après, nous avons également nous souhaiterions que la police municipale donc soit déjà armée et que les effectifs soient augmentés. Monsieur Rodet, sur la sécurité, sur ces caméras. Oui, je sais pas, mais, moi, je veux bien répondre à tout le monde, mais si je me trouve face à 4 journalistes, je voudrais bien entendre les programmes et savoir comment ils vont être financés. Moi, je sais. Allez-y, parce qu'il reste 2 minutes. Ah oui, mais de ce point de vue-là, financer la gratuité des transports. Je peux pas répondre à toutes les questions si naturellement les candidats qui sont mes concurrents ne présentent pas leur programme et les solutions pour les financer. Simplement, ce que je veux dire, c'est que sur le secteur de la sécurité, premièrement, la sécurité, elle ne peut pas se faire par la seule mairie. Le maire n'est pas le shérif. La sécurité, c'est quoi dans une ville comme Limoges? C'est le préfet, le procureur de la République, le directeur départemental de la sécurité publique. Et la qualité de la sécurité dépend de la collaboration, justement, de ces 3 instances avec la ville de Limoges. Et de ce point de vue-là, nous avons une coordination qui marche bien. Et nous avons des projets pour l'avenir. Sur la vidéoprotection, j'ai dit depuis longtemps, et la direction départemental de la police... Les électeurs, parce que le temps presse. Non, mais attendez. Oui, mais je suis désolé, on n'a plus du tout le temps. Les électeurs, de toute façon, peuvent aller voir sur vos sites internet et sur les réseaux sociaux tous vos programmes. D'ici dimanche, Christian Moulinard nous a rejoint. Christian Moulinard, le mot de la fin
Je suis désolé, monsieur Lamberto, on n'a plus de temps. Le mot de la fin, monsieur Moulinard, pour un mot sur le sondage que les électeurs jugeront. Que nous avons publié dans cette émission. Quels enseignements tirez-vous? Alors, un sondage, c'est toujours intéressant, mais celui-ci ne montre guère que ce qu'on aurait pu prévoir à l'issue du premier tour. Un ballotage plutôt favorable à la liste de M. Rodet dès lors qu'il réalisait l'union avec le Front de gauche. Mais ceci étant, je demande à ce que l'on soit extrêmement prudent parce que il y a un pourcentage significatif d'électeurs qui n'ont pas fait le choix définitif. Il y a un pourcentage significatif encore d'abstention avec une marge d'erreur dans le calcul de cette abstention. Et je veux bien que chacun prenne conscience que le sondage n'est pas le vote et que ce sont les électeurs et en fonction de leur mobilisation qui décideront dimanche. Merci beaucoup. C'est la fin de ce grand débat. Merci d'avoir suivi. Merci messieurs d'y avoir participé. Rendez-vous dimanche soir sur France 3 Limousin à partir de 20h15 pour notre grande soirée consacrée à ces élections municipales 2014. Excellente soirée.